Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Toujours un plaisir de vous savoir fidèles au poste. De fortes dissensions entre mouvance et opposition avec à la clé des dégâts matériels, des blessés, des pertes en vies humaines, des prisonniers politiques et des exilés. C'est plus qu'un phénomène de mode sur le continent africain, passé la période de stabilité politique relative des années 90. Et ce n'est que secret de Polichinelle. C'est tristement rendu célèbre dans ce sens en Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire. C'était en 2010. Une dizaine d'années plus tard, les farouches adversaires d'hier, Ouattara et Gbagbo, de fumer le calmer de la paix à travers une chaleureuse poignée de main dans une ambiance pour le moins bon enfant. Le monde entier est carrément sous le charme. Rencontre Ouattara-Gbagbo, un cas d'école pour le Bénin. Regard croisé tout de suite et maintenant de deux figures issues de différentes composantes de la société béninoise, journalistes, syndicalistes et politiques. Déjà en notre compagnie, Gilles-Christ Tidi, journaliste, il est analyste. Gilles-Christ Tidi, bonjour à vous. Bonjour à vous, Joël Tondi, bonjour à tous nos téléspectateurs. Et vous répondre, merci pour la disponibilité. En face de vous, Mathurine Sosoupé, qui n'est plus à présenter, elle est la secrétaire générale adjointe de la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, la CSTB. Mathurine Sosoupé, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à tous nos téléspectateurs et à tous les journalistes de Canal et Sika TV. Il vous répond. Merci pour la disponibilité. Oui, une autre voix en notre compagnie, François Tadedi, qui n'est plus à présenter. Ça fait un moment par ici. Il est le président d'Éméro de la diaspora béninoise, États-Unis, Canada. François Tadedi, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour chers téléspectateurs, bonjour à tout le Bénin. Je suis ravi d'être sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Je reste avec vous depuis le 27 juillet, une date importante, dit-on désormais, pour l'Afrique. L'Afrique de l'Ouest, en l'occurrence, rencontre Ouattara, Gbagbo. Ils sont nombreux, les Béninois, à inviter des personnalités béninoises à regarder du côté d'Abidjan. Ces appels ont-ils de sens, à votre avis, monsieur Atadedi? Oui, monsieur le journaliste, bien sûr, ces appels ont leur sens du moment où deux frères du même pays se sont réconciliés après une rude bataille entre les deux. Les deux frères se sont réconciliés et c'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est bon pour l'Afrique. On ne peut jamais souhaiter la guerre entre deux frères. On ne peut que souhaiter ce qu'on a vu à Abidjan. Est-ce que ce qui s'est passé à Abidjan va faire école au Bénin, ou bien le Bénin va leur emboîter de pas, ou bien le Bénin va en tirer leçon? C'est là où se trouve la question. Je ne pense pas que le Bénin a de leçons à tirer à ce qui s'est passé à Abidjan. Parce que la Côte d'Ivoire a connu la guerre, la Côte d'Ivoire a traversé des décennies de crise entre Ivoiriens. Je ne pense pas qu'au Bénin, nous avons jusque-là connu un président qui a envoyé son prédécesseur à la CPI pour être jugé pour crime contre l'humanité. C'est trop dit, c'est trop poussé. Je ne pense pas qu'on a connu cela au Bénin. Je ne pense pas qu'on a connu la guerre au Bénin. Je ne pense pas que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est l'équivalent de ce que nous avons connu de 1960 jusqu'à nos jours dans notre pays. Et je pense que pour un bon Africain, pour un bon citoyen, dans notre pays, si les politiciens qui ne se parlent pas, si les frères qui ne se parlent pas peuvent s'entendre et se réconcilier, ça va être bon pour notre pays, ça va être bon pour les citoyens béninois, ça va être bon pour l'économie béninoise, ça va être bon pour le développement et l'épanouissement des populations béninoises, et ça va faire un bon vivre
toute l'Afrique. Donc moi, je souhaite fermement que si au Bénin, il y a des politiciens qui ne se parlent pas, il y a des frères qui ne se parlent pas, il y a des frères qui ont des rancunes entre eux, je souhaite qu'une réconciliation soit faite et que ces frères commencent par se parler, amorcent le processus de réconciliation, parce que ça arrange nous tous, ça arrange le Bénin. Merci, M. Attaley. On y reviendra. Pourquoi ceci? Est-ce qu'il y a vraiment dissension? Pas vraiment de leçons à recevoir, aviez-vous dit? On revient là-dessus, hein, parce que vous devez avoir des éléments qui motivent cette posture. Alors, je me retourne vers Mme Mathurine Sossoupé. Ces appels à demander à des personnalités de recaler du côté d'Abidjan, ça a son sens? Merci, Joël Yetondi. Moi, personnellement, je pense que la situation de la Côte d'Ivoire et celle du Bénin, sur plusieurs plans, ne sont pas à comparer. Comme vient de le dire nos compatriotes de l'extérieur, le Bénin n'a pas encore connu la guerre. C'est vrai, nous avons connu des situations critiques où, par exemple, en 2018, je crois bien, le 1er 2 mai, il y a eu des situations où des gens sont morts. 2019 plutôt. Il y a une situation où on a connu des décès. Élection législative, il y a eu aussi des morts. Ensuite, celle présidentielle aussi. Ne nous a pas épargné des crises, enfin, des situations d'affrontement entre des Béninois. Donc, du coup, c'est vrai, notre pays est en crise politique, sociale, culturelle et autres, mais ces situations ne sont pas à comparer avec celle de la Côte d'Ivoire. Premier aspect. Deuxième aspect, nous avons observé Gbagbo, Ouattara qui se sont embrassés après le retour de Gbagbo suite à son blanchiment au niveau de la CPI par rapport à tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Or, nous avons observé en Côte d'Ivoire en 2011, de 2011 jusqu'à une date, qu'il y a eu plusieurs centaines de morts et des situations très critiques qui ont eu lieu, mais jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu, on ne sait pas celui qui a été l'auteur. Or, c'est les deux camps, Ouattara et Gbagbo, qui se sont affrontés. Il y a eu des morts. Ouattara dit c'est pas lui, Gbagbo dit c'est pas lui, et Gbagbo au moins lui il a été blanchi, mais l'autre qui est président maintenant, jusqu'à présent, ne sait pas qui est l'auteur. Donc du coup, les familles de tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont subi des atrocités en cette période-là, continuent de pleurer et voudraient que justice soit faite aux âmes et aux victimes de leurs parents. Donc, cette situation où Gbagbo et Ouattara se sont embrassés, pour moi, c'est un non-événement. Parce qu'il va falloir d'abord, avant qu'ils n'aillent s'embrasser, qu'on connaisse ceux qui ont été véritablement les auteurs de tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Si on revient au Bénin, aujourd'hui, nous avons intérêt effectivement à ce que notre situation revienne et qu'un calme revienne dans notre pays. Mais quand on regarde bien qui est l'auteur, enfin, qui est-ce qui entretient aujourd'hui l'ambiance délétère politique que nous observons, je peux dire que sans emballe, c'est celui qui nous dirige, c'est le chef de l'État. Puis c'est lui qui détient tous les pouvoirs. Alors, nous avons observé qu'il y a eu, depuis son arrivée, des prisonniers politiques qu'on continue d'envoyer. Ça a commencé par Laurent Métognon le 2 novembre 2018, où on a montré que le Conseil des ministres de ce 2 novembre a montré que Laurent Métognon était coupable de détournement et l'a condamné déjà. La suite est connue 5 ans avec tous ceux qui le suivent. Et à la suite, c'est le dossier à Djavon avec 18 kilos de cocaïne où il a été condamné à 20 ans, ce qui l'a amené à être à l'extérieur aujourd'hui. Et des gens en ce moment-là qui ne savaient pas que ça allait se poursuivre jusqu'à les atteindre aujourd'hui sont en prison. Je vais citer Madougou, Alessandre Moutondi, Joël Aévo, etc., etc. Donc, nous avons connu toutes ces situations et des morts. Alors, nous avons intérêt à ce que aujourd'hui notre pays retrouve la quiétude. Mais la quiétude va passer par quoi? Je ne sais pas si j'ai Jean-Pierre déjà sur on va revenir. La quiétude, pas même situation, mais question de quiétude à rechercher, dites-vous.
Oui, monsieur Gilles Christ dit la même question. Les Béninois qui semblent regarder vraiment du côté d'Abidjan, ils regardent un peu de trop de ce côté-là? Bon, vous savez, moi j'ai vu la rencontre entre Laurent Gbagbo et le président Alassane Ouattara en direct sur une chaîne ivoirienne. Et dans le même temps, j'ai pu voir des Ivoiriens couler des larmes. Parce qu'il y a des gens dont des proches ont décédé dans cette crise. Et il y a que le pays était encore au bord de l'implosion à l'occasion de la présidentielle du 31 octobre 2020, où Alassane Ouattara revenait pour un 3e mandat. Et ça fait que, effectivement, lorsque vous prenez la situation de la Côte d'Ivoire, c'est une situation particulière. Déjà, cette rencontre se déroule dans le cadre d'un mandat qu'on peut même qualifier d'illégal. Au-delà de la question d'illégitimité, on aurait pu dire que Alassane Ouattara est là maintenant illégalement. Parce que la question sur la remise à zéro du compteur n'a jamais été unanime au sein de la classe politique ivoirienne et même dans la communauté internationale. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, les 3000 morts qui sont officiellement reconnus comme chiffres, même si moi j'ai d'autres sources sur place qui m'ont dit que ce serait bien au-delà, les 3000 morts ne reviendront plus jamais. Et que c'est justement, d'ailleurs, même les fanatiques, que ce soit de Laurent Gbagbo ou de Alassane Ouattara, très actifs sur les réseaux sociaux, très actifs pour lancer des pierres dans la rue, etc., n'ont pas été conviés à cette rencontre. C'est juste les deux hommes d'État. C'est une bonne nouvelle pour les Ivoiriens qui ont pleuré. Moi, j'ai suivi une émission ce soir-là où des gens pleuraient sur le plateau de joie pour dire Dieu merci, au moins on est sûr que pour l'instant, une crise ne s'annonce plus dans le pays. Et on a entendu Ouattara dire que bientôt, il y aura d'autres rencontres avec d'autres acteurs. Je pense peut-être à Henri Konan Bédié, etc., etc. Dans le cadre du Bénin, par exemple, les deux prédécesseurs ont déjà balisé le terrain. Nous avons effectivement des raisons aujourd'hui. Lorsqu'il s'agit d'une initiative de paix, on ne peut pas dire que c'est une initiative de trop. Parce que jamais, on ne peut jamais avoir assez à cultiver la paix. Et tel le printemps arabe qui a démarré en Tunisie, déjà en 2011, pour une simple question de la hausse du prix du pain. Et en Tunisie, le régime est parti et qui a ensuite embrasé le régime égyptien, ensuite libyen, puis algérien, même si Abdelaziz Bouteflika a résisté au choc et que quand même des gens sont décédés, tel que ce printemps arabe a pu embraser des pays, de la même façon, une initiative de paix peut constituer un déclic pour que d'autres pays puissent s'en inspirer. Et aujourd'hui, l'occasion est quand même propice pour que les uns les autres puissent inviter les acteurs politiques béninois à plus de retenue. Parce que c'est vrai, lorsque on voit deux acteurs politiques avoir des différends, ce n'est pas encore grave à mon avis. Il y a toutes les questions politiques de jeu et d'enjeu. Compte tenu du contexte, etc. On fait les calculs, il y a les questions d'affinité, d'intérêt, etc. Que deux hommes politiques ne s'entendent pas sur des questions d'idées, là encore, n'est pas grave. Mais lorsqu'on en arrive à peut-être instrumentaliser des populations, à mettre des gens dans la rue, quitte à engendrer des pertes en vies humaines, et là, ça devient grave. Et il faut toujours souhaiter que les acteurs politiques puissent franchement fumer le calumet de la paix constamment. Parce qu'on a toujours des raisons de demander la paix et de se pardonner mutuellement. Donc je crois que l'occasion est propice pour qu'au Bénin, que la réflexion s'installe et que les acteurs politiques, tous bords confondus, puissent regarder un peu le sort de ce peuple-là. Qui après, vous vous souvenez, je vous disais sur ce plateau, lorsqu'on était sur le point d'évoquer la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, et je vous disais que, par exemple, il y a une guerre latente entre le président actuel de la République et son prédécesseur. Et c'est une guerre particulière, une guerre personnelle qui ne concerne pas toujours le peuple. Lorsqu'on est dans des cas pareils, il est à souhaiter que les acteurs politiques aillent s'entendre entre eux, parce qu'au moins ils fumaient, où c'était la lune de miel, on n'était pas là. Mais lorsque ça dégénère, il ne faut pas que le peuple en souffre. Donc il faut vraiment souhaiter que les acteurs politiques, de tous bords confondus, fassent des examens de conscience de temps en temps pour effectivement mettre au devant l'intérêt général et la vie des pauvres populations. Alors, le sujet est vu désormais sous l'angle de crispation de la tension socio-politique. Monsieur Atadedi, est-ce qu'il y a matière à se mettre en tête lorsqu'on interroge l'atmosphère actuelle au pays, d'après vous?
Oui, parce que qu'on soit dans la mouvance ou dans l'opposition, ce qui se passe n'arrange personne. Nous sommes tous coupables. Et la République va bien quand tous les citoyens vont bien. Et donc, ce qui se passe dans notre pays, comme je viens de le dire, n'arrange personne. Il faudrait, comme Gilles Christ l'a dit, il faudrait que les politiciens apprennent à régler leurs différends politiques privés en privé et n'emballent pas le public, parce que quand ça va bien, quand il s'agit de boire du champagne à longueur de journée, entre eux, la population, le Béninois lambda n'est pas associé à cette festivité. Mais maintenant, quand ça ne va pas, on invite la population, on emballe tout le monde et les paisibles, innocents se mettent dans la rue et commencent par se battre entre eux et ça engendre des pertes en vies humaines. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, plus de 3000 morts. Ces deux présidents étaient debout devant leur micro en train de se dire « on se connaît il y a longtemps, Laurent, je te remercie d'être là, Alassane, je te remercie d'être là ». Mais ce qui est déplorable, c'est que ces deux hommes se sont mis debout sur 3000 morts, leurs pieds étaient sur plus de 3000 morts. Et c'est ça qui est déplorable. Alors, M. Atalidi, d'où l'importance de la question. Lorsque vous dites que les politiques aillent se voir pour régler leurs problèmes à leur niveau, sans mêler le grand nombre, la population, c'est possible ou ça reste juste des mots? C'est possible. On fait comment? Alors, on est dans un cas d'espèce crispation, de la tension. On fait comment pour y arriver? Moi, je pense que le jeu peut être joué. Rien n'est perdu parce que quand on prend le président Patrice Talon et son prédécesseur, le docteur Thomas Boni-Yayi, ils étaient des amis. Ils ont fait plusieurs choses à la fois. Je parie que Patrice Talon a participé quand il était homme d'affaires, un homme privé, je parie qu'il a participé à des décisions importantes prises par le président Thomas Boni-Yayi. Ils étaient des amis, ils ont fait des affaires ensemble. Pourquoi ne pas maintenant se réconcilier pour le bonheur de nos populations, pour le bonheur du Bénin? Ça ne leur coûte absolument rien de se réconcilier, de se mettre en frères. Ils ont eu déjà affaire une fois, on a vu à Abidjan, quand Patrice Talon revenait de l'exil et qui devrait se présenter aux élections présidentielles. Ils se sont retrouvés à Abidjan, ils ont réglé leurs différences, ils se sont fait des accolades. Le peuple africain a applaudi, le peuple béninois était très fier, était très content, et ça a amené ce que ça a amené. Patrice Talon a brigué la magistrature suprême de notre pays. Pourquoi ce n'est pas maintenant que ça va devenir impossible pour que le président Patrice Talon et le président Thomas Boni-Yayi se mettent ensemble et commencent par se parler, commencent par manger ensemble, commencent par boire ensemble pour le bonheur. C'est pas leur bonheur parce que eux, les deux là, sont déjà bien. Les deux là ont ce qu'ils vont manger jusqu'à leur mort. Les deux là et leur famille proche et lointaine. Donc il s'agit désormais du peuple. Ils vont manger jusqu'à leur mort. Ceux qui souffrent de ces crises, c'est la population, c'est le Béninois lambda. Oui, justement. Donc, ça ne nous arrange pas. Le jeu est possible et j'invite ces deux grands hommes, ces deux aînés, de se parler, de se réconcilier pour le bonheur de
du Bénin. Merci, M. Attali. Il faut préciser que la rencontre en question entre ces deux hommes est intervenue après l'élection de Patrice Talon, où ils ont promis qu'ils étaient frais hier, ils restent frais, ils le seront éternellement, mais par la suite, ce fut le clash. Oui, Madame Mathurine Sossoupé, un peu de volonté de la part de ces deux hommes, et le Bénin, havre de paix hier, le redeviendra. Moi, vous devez avoir constaté dans mes propos que ce n'est pas moi, pour moi, ce n'est pas l'objectif principal. Yahi et Patrice Talon peuvent s'entendre aujourd'hui, s'embrasser, manger ensemble, dormir même dans le même lit. Ce ne sera pas la solution de la situation de la crise au Bénin. Alors, dites-nous. Ils étaient ensemble quand nous avons tout connu, des situations pires, des situations que des Béninois ont vécues. Aujourd'hui, ils se retrouvent dos à dos. Mais pourquoi? Personne ne sait. Est-ce que c'est sur des questions d'intérêt? On ne peut pas le savoir. C'est pourquoi j'ai dit, dans le cas de la Côte d'Ivoire, ce qui importe, Gbagbo et Ouattara peuvent s'embrasser, faire tout. Mais si on ne sait pas qui a tué au moins 3000 Ivoiriens et autres peuples là-bas, là n'est pas encore, la situation n'est pas rose. Sans y mettre l'accent, pensez-vous qu'on le saura un seul jour? Il faut que la situation soit clarifiée, les auteurs connus, et qu'on sanctionne les auteurs si possible. Et maintenant, si on les connaît, que les populations, les victimes et leurs parents disent, bon, on pardonne, c'est à partir de là qu'il faut parler de la paix. Pareil dans notre situation au Bénin ici, Daïvo a disparu, ça fait plus de 10 ans, on ne l'a jamais vu. D'autres ont été assassinés, le juge Corvier et autres. Et puis après, des gens sont morts le 1er et 2 mai 2019. Ensuite, élection législative des morts, présidentielle des morts, des gens blessés et tout ça. Et ce qui a suivi aussi, c'est les emprisonnements politiques. Des dizaines de Béninois sont en prison aujourd'hui pour n'avoir pas commis un crime en tant que tel. On a fabriqué des choses qu'on a mis à leur cou, ils sont là-bas. Et puis ensuite, nous avons connu que le peuple béninois aujourd'hui a fait. Je suis en train d'énumérer les problèmes qu'il faut résoudre pour que la paix revienne. C'est ça. Donc, premièrement, il faut libérer tous les détenus politiques. Deuxième chose, et si on libère les détenus politiques, cela suppose que tous ceux qui ont peur de revenir dans leur pays, qui sont à l'extérieur, ont la possibilité de revenir. Et ceux qui ont été condamnés, qui sont à l'extérieur, peuvent revenir. Ensuite, il faut donc réhabiliter des gens qui ont été maladroitement ou bien de façon injuste radiés de la fonction publique. Je veux parler des 305 enseignants qui ont boycotté l'évaluation. Il y a des policiers, des militaires, des gendarmes tous les jours qui sont radiés pour un oui ou un non. Donc il faut corriger tout ça là, très peu incite. Autre chose, il faut à la suite de tout cela, que nous pensions donc à aller nous asseoir en des états généraux. Il nous faut des états généraux de la République pour que toutes les couches sociales soient représentées afin que notre vivre ensemble qui a été, de toutes les façons, qui est bouleversé. D'abord, le vivre ensemble avant n'était pas bon, mais il va falloir nous asseoir en des états généraux afin que chaque couche apporte son problème et qu'on en discute, qu'on retienne et qu'à l'issue, une constitution qui émane des réalités sociales, culturelles et autres de notre pays soit mise sur pied et que nous puissions donc commencer maintenant une autre nouvelle vie. Si on ne le fait pas et qu'on permette que Yahi et Soglo, Yahi et le président Talon s'embrassent, ou bien Djavon revient lui seul, ou bien permet à Liadi de revenir pour enterrer sa maman, et qu'on ne va pas au fond de la situation, rien ne sera réglé. Oui. Voilà, moi. Les propos de la syndicaliste, oui, vous savez, ils en ont toujours dans le cahier. On va peut-être apprécier quelques éléments. Alors, dites, la décrispation de la situation sociopolitique au Bénin, c'est vraiment au-delà des personnes, des deux personnalités émérites, Yahi Boni, Patrice Talon. Mais bien sûr. Sans embâge. Tout à fait, sans embâge et sans équivoque. Vous voyez, aujourd'hui, le sort du Bénin ne dépend pas de personnes, d'individus. Parce que le Bénin existe depuis des décennies. Le Bénin existera encore à moins que la terre ne soit plus habitable par les humains. Le Bénin existera encore
des siècles plus tard, après notre débat, le Bénin sera là. Ça veut dire que l'État bénin dépasse la question de personne, d'individualité. Et c'est pour ça justement qu'il faudrait souhaiter que les différents acteurs soient responsables dans leur coin. Par exemple, pour pouvoir avoir une certaine décrispation, il faudrait d'abord avoir une classe politique responsable, qui connaît sa place et qui sait jouer son rôle. Lorsque vous voyez par exemple, moi je ne sais pas, je vais peut-être mettre le pied dans les plats. Est-ce qu'aujourd'hui, au Bénin, on peut identifier très clairement quelle est la classe politique qu'on appelle l'opposition, très clairement, et qui joue son rôle, et en face, où sont par exemple les mouvanciers, etc. Est-ce que vous sentez une certaine animation de la scène politique au Bénin? Non. On a parlé où nous sommes encore en plein dans ce qu'on peut appeler une certaine crise sociopolitique, enfin socio-économique. Et ce n'est pas seulement inhérent au Bénin, c'est dans la sous-région, la cherté des denrées alimentaires. Est-ce que vous avez entendu des acteurs politiques, peut-être se réclamant de l'opposition, faire des propositions au gouvernement pour lui dire, voilà votre programme qui assoiffe ou qui affame le peuple, etc. Nous vous proposons ceci. On n'en a pas entendu. Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais lorsque c'est comme ça, n'attendez pas que les populations fassent confiance en ces acteurs politiques. Et c'est tout. C'est toute la césure. Moi, je ne sais pas pour vous, mais actuellement, je conduis 2 plateaux. Un plateau télé, un plateau radio en semaine. Depuis des mois, lorsque vous voulez faire un débat d'idées, il est très rare d'avoir des acteurs politiques pour venir dire aisément ce qu'ils pensent de la gouvernance actuelle. Vous pouvez dire même... Tout bas confondu. Oui, c'est casse-tête. Oui. Tout à fait. Et des opposants qui brandissent ou qui bombent le torse. Oui, moi, vous lui faites appel, viens dire exactement, et il ne veut pas parler. Mais lorsque c'est comme ça, est-ce que vous croyez que les populations vont entièrement continuer à croire en ces acteurs politiques? C'est non. Donc, il faut d'abord... Le b.a.-ba pour moi, c'est que nous avons une classe politique suffisamment responsable qui assume ses choix et que chacun dans son coin soit responsable de ce qu'il fait et assume sa responsabilité en lien avec la décrispation. Comment ça se gère? Oui, lorsque déjà chacun est responsable et que le président de la République sait qu'il a en face des gens qui n'ont vraiment pas peur de faire ce qu'ils doivent faire. Lorsque, par exemple, à l'occasion d'une élection présidentielle, lorsqu'on finit une élection, c'est que la vie d'une nation pour 5 ans se dessine là, à l'occasion d'une élection présidentielle. Et que pour la présidentielle 2021, on a presque noté une certaine débandade au sein des acteurs politiques, notamment peut-être de l'opposition. Lorsque c'est comme ça, souffrez que... Et vous allez même faire l'expérience dans toutes les communautés. Partout où vous faites vers de terre, ne soyez pas surpris qu'on vous piétine, par exemple. C'est la même chose. Lorsque déjà le jeu commence à devenir égal, et que même ceux qui sont en face sont conscients qu'ils discutent avec des gens qui n'ont vraiment pas peur d'assumer leur choix et qui sont prêts à vraiment se faire entendre. Je crois que déjà on va commencer à parler d'égal à égal. Ça commence par là. Vous vous souvenez, en 2019, par exemple, tellement on était conscient de la crispation politique qu'on a dû organiser un dialogue, qu'on a qualifié de dialogue politique. Et des gens avaient estimé qu'on devrait associer la société civile. Très vite, on a entendu le gouvernement dire non, ce n'est pas la conférence nationale de 90, c'est un dialogue réservé aux acteurs politiques. Mais il se faisait que dans le même temps, des acteurs se réclamant de la scène politique, connus d'ailleurs, expérimentés, parce que leur parti n'était pas régulièrement constitué, n'ont pas été conviés à ce dialogue. Alors aujourd'hui, en 2021, est-ce que par exemple, les problèmes qu'on avait voulu résoudre en octobre 2019 ont finalement été résolus? Je ne pense pas. Et la césure est davantage grande. C'est pour ça qu'il faut d'abord un dialogue sincère entre les différents acteurs politiques, un dialogue franc. Et pour cela, il faudrait que et le président de la République et ses adversaires soient vraiment humbles et ouverts d'esprit. Qu'ils aient cette prédisposition à écouter et à vraiment prendre en considération parfois certaines préoccupations légitimes des interlocuteurs. C'est le début d'une décrispation vraiment franche et durable. Début d'une décrispation, le dialogue. Tout à fait. Décrispation franche et directe. C'est pas d'abord le dialogue. Hein. Ce n'est pas d'abord le dialogue. Non, si les gens sont en prison, les gens sont en exil, et on continue d'arrêter, d'emprisonner, de pourchasser, de faire peur. Ouais, le dialogue va régler quoi? Vous dites, on continue de pourchasser, de faire peur. D'emprisonner.
C'est ça. À quoi ça le dialogue, c'est entre qui et qui? Entre les deux anciens présidents? Non, attendez. Vous voyez par exemple, Laurent Gbagbo, lorsqu'il a vu Alassane Ouattara, il lui a dit, et d'ailleurs il a dit à la presse, j'ai demandé au président de libérer ceux qui sont en prison parce que moi je suis au dehors aujourd'hui, ils sont toujours là-bas. Donc on ne peut pas demander quelque chose si on ne parle pas. Ça part déjà d'un tête-à-tête franc et sincère. Moi, je sais pas ce que Ouattara lui a répondu. D'ailleurs, Ouattara, à l'occasion de cette conférence, d'après séance, d'après rencontre, a voulu vraiment, il était un peu sur la défensive façon, et il disait même aux journalistes que les questions ne devraient pas être adressées à lui, mais plutôt à Laurent Gbagbo. Mais c'était une occasion pour Laurent Gbagbo, par exemple, de porter ses doléances. Et si Henri Konan Bédié, par exemple, venait à cette séance ou à une autre rencontre, lui aussi, il viendrait avec ses propres souhait. C'est pour ça que je dis, déjà le début là, si tout le monde est dans un état d'âme pour dialoguer sincèrement, sans hypocrisie, me semble-t-il, c'est vraiment la porte de sortie pour que même tout ce que madame réclame se fasse. Mais si on refuse d'aller s'asseoir, on dit non, c'est ça d'abord avant qu'on ne parle. Ce n'est pas bienséant que les gens continuent d'être en prison, que par exemple Blé Goudé n'ait pas la possibilité de revenir dans son pays, que Gbagbo sort les dents pour aller voir Ouattara qui s'embrasse là. Ce n'est pas le fait qu'il se soit vu là, ce n'est pas ça qui sera nécessairement la solution. Non, mais il faut parler d'abord. Non, ce qui s'est passé là en réalité, disons la vérité, ça ressemble à un accord qui a été fait entre Ouattara et Gbagbo, c'est-à-dire à l'extérieur. Mais on sait qu'entre des politiciens, des accords sur nous. Et on vient, on exécute les accords au vu autour de tout le monde. On ne dit pas exactement que c'est ça, mais dans les faits, c'est ça qu'on constate. Oui, mais pourquoi, sinon, si tel n'est pas le cas, pourquoi Blé Goudé jusque-là, lui, on l'empêche d'avoir son passeport? Donc on attend d'avoir l'accord avec lui d'abord. Donc il y a eu un talon, s'il s'embrasse aujourd'hui, c'est pas là la solution. Le maïs coûte, le kilo de maïs c'est à 300. Le gari 500 ou 450. L'huile du rouge là, c'est même déjà à 1000 francs. L'huile d'arachide et autres, là, n'en parlons pas. Les populations souffrent. Et dans ces conditions, on continue de déguerpir les femmes au bord des voies. J'ai suivi la scène là depuis le lundi, le 27, exactement la date à laquelle Gbagbo et l'autre se voyaient là-bas, ils se souriaient. On a constaté que les populations, les pauvres femmes, dont les hommes ont été chassés du boulot, qui sont obligés de vendre de l'opiota, tomates, arachides grillés ou préparés, maïs, etc., ont été déguerpis. Où ça? En Côte d'Ivoire? Au Bénin, je dis. Je parle de la situation du Bénin. À Cotonou et à Calavi, un peu partout, jusqu'à Révier. Donc, c'est ça qu'on vit. Oui. Dans ces conditions, on n'a pas besoin d'aller courir, d'aller embrasser le chef de l'État. Si on le fait, c'est que ça, c'est une entente aussi contre les populations. Vous ne pouvez jamais, en 2 secondes, on ne peut jamais avoir la paix dans un climat de suspicion. Lorsqu'on fait des procès d'intention, parce que je ne vous dis pas. Ça, ce n'est pas un procès d'intention. Non, je ne mélange rien. Il faut suivre une logique. Que Gbagbo et Ouattara aient des accords ou pas, si déjà on commence à faire ce procès d'intention, c'est que leur processus de réconciliation va se noyer très vite. Tout de suite, on a entendu Laurent Gbagbo faire des doléances. On y revient. Vous pouvez me dire, on y revient. La politique de la chaise vide. La doléance, ce n'est pas la politique de la chaise vide. 3 000 sont morts. Est-ce qu'on a connu ceux qui sont les auteurs? C'est pas ça, ils vont s'embrasser comme on verra sur la question. Vous permettez? On va écouter M. Attalidi qui brûle d'impatience. M. Attalidi, on procède comment? On part de Boniaï pour ensuite revenir à l'essentiel, ce que Madame appelle les prioritaires, ou on part de ce qu'elle appelle les prioritaires pour venir aux acteurs politiques. Merci, monsieur le journaliste. Je pense que, en tout état de cause, il nous faut obligatoirement un dialogue politique, un dialogue citoyen. Et ce dialogue doit être désintéressé, un dialogue désintéressé, dénué de tout intérêt individuel. Et à la fois, l'opposition doit venir à ce dialogue en ayant en tête que c'est le Bénin qui est à l'œuvre. C'est le Bénin qui est le sujet principal. Ce n'est pas Éric Roumeté, par exemple, qui est le sujet principal. La mouvance doit venir à ce dialogue en misant sur le Bénin, le Béninois. Comment le Béninois doit pouvoir joindre les deux bouts et avoir 3 repas par jour. Ce dialogue ne peut jamais être
un dialogue avec lequel chacun va se cramponner sur sa position, sur ses intérêts, pour venir dire que nous voulons défendre la cause du Bénin. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, puisque c'est le sujet et le son les parallèles, oui. Oui, allez-y, allez. C'est que, en tout état de cause, pour que la réconciliation voulue par les Ivoiriens, pour que la réconciliation aille jusqu'au bout, et que les deux camps, le camp Ouattara et le camp Gbagbo, se retrouvent dans cette réconciliation, il faut d'abord que Ouattara et Gbagbo se parlent. C'est un début du commencement qu'on a vu. C'est dommage que les 3000 morts n'auront pas justice, ne se feront pas justice, ou bien on ne va pas leur faire justice. C'est vraiment dommage. Mais pour que la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens se le temps est complètement parti. Entre eux, il faut que les deux titans, les deux têtes se parlent. Maintenant, chez nous au Bénin. Voilà, et vous allez conclure là-dessus. Le problème. Vous allez conclure sur le Bénin, le temps est complètement parti. Donc, voilà, je conclue pour dire que en toute chose, en toute évolution, pour que le Bénin puisse retrouver la paix, recherchée par nous tous, parce que il y a la paix, mais il y a la tension dans le pays. Pour que la tension puisse être diminuée et que le Béninois se retrouve, il faudrait que les acteurs politiques de la mouvance et l'opposition se parlent en ayant en tête que c'est le Bénin qui est le sujet principal. Et qui, pour conduire cela? Il y a le président de la République qui est le chef de FI. Il y a son prédécesseur Thomas Boniaï. Il y a Nicéphore Dieudonné Soglo et les ténors de l'opposition. Merci à vous, Monsieur François Attali. Ce fut un plaisir. Oui, Madame Mathurine Sossoupé, l'urgence pour le Bénin, vous avez essayé de peindre le tableau. On commence par quel bout? Je reviens sur la question. Et en urgence, par le bout, j'ai déjà rappelé. Il faut libérer les prisonniers politiques et permettre aussi que les exilés reviennent dans leur pays. Il faut réhabiliter tous ceux qui ont été arbitrairement radiés. 305 enseignants TRECPO, les policiers, les militaires et autres radiés pour un oui ou un non. Il faut donc supprimer les TVA et cesser de faire peur aux populations. Les déguerpissements qui se poursuivent, qu'on abandonne tout ça et qu'on convoque les états généraux de la République afin que les différentes couches sociales et professionnelles dans notre pays envoient leurs délégations pour que là-bas, les problèmes soient posés afin que nous nous entendions sur notre vivre qui sera donc consigné dans une constitution à l'issue d'une assemblée constituante. C'est la solution qu'il nous faut. Sinon, si Yahi et l'autre s'embrassent, ça sera s'embrasser contre les populations parce que la crise du Bénin n'a pas commencé par eux. La situation a commencé depuis 2016. Merci à vous, Madame Mathurine Sossoupé. En tout cas, toutes les voix compteront. Vous l'avez compris, ça sera dans la pluralité. Oui, Monsieur Gilles Christudi. Dans l'évolution de tout État dit démocratique sur Terre, il y a toujours des moments de faiblesse ou de vacillement de la démocratie dans l'État. Je vais vous renvoyer aux États-Unis d'Amérique, la plus vieille démocratie du monde, reconnue comme telle, où les institutions sont les plus solides au monde. Vous avez vu que le 6 janvier 2021, sur un message du président sortant, Donald Trump, des partisans ont envahi le Capitole, où on a vu presque l'État s'effondrer. Et les États-Unis d'Amérique, ce grand État dit démocratique au monde entier, ce pays-là a commencé à presque vaciller au plan démocratique. N'eût été la solidité des institutions américaines, ou même les propres partisans de Donald Trump ont pu mettre le frein pour lui dire, attention, ici nous sommes en démocratie, le pays allait flamber. C'est pour dire que dans l'évolution de tout État, la démocratie a toujours des points de faiblesse et de force. Après, il faudrait que les acteurs politiques ou les garants de la solidité des institutions puissent en prendre conscience et finalement mettre les points sur les i, remettre les pendules à l'heure. C'est ce qui a été fait aux États-Unis d'Amérique, par exemple. Il se fait que les propres partisans de Donald Trump, les républicains, ont su que le président
en exercice était en train de piétiner la démocratie. C'est de ça qu'il s'agit exactement ici. Lorsque, par exemple, on se rend compte que la direction qu'on prend, on est en train de foncer droit dans un mur ou dans le décor, il faudrait que les acteurs politiques aient l'humilité de pouvoir en être conscients et de se parler. C'est pour ça que je mets l'accent sur, d'abord, la prédisposition de chacun d'entre eux pour pouvoir discuter, se parler. C'est vrai, on ne peut jamais rien avoir sans pouvoir s'exprimer. Vous ne pouvez jamais rien obtenir si vous ne vous exprimez pas. Mais l'autre, dans son coin, étant donné que lui a son chronogramme, son agenda, etc., il sait où il va. Si vous ne vous faites pas entendre comme il se doit avec les moyens légaux, vous vous plaindrez toujours qu'il ne vous écoute pas. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous dire... Non, le réalisateur m'a dit qu'il nous donne quelques minutes de plus. Voilà, c'est pour ça que je voudrais suggérer que les acteurs politiques puissent effectivement saisir cette occasion, cette actualité continentale pour réfléchir dans leur coin et penser au bien de ce peuple. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'on pourrait attendre du chef de l'État si j'écoute votre lui, la balle est dans son camp. Non, vous savez, le président de la République, lui. Il a tous les leviers en main. C'est un peu ce que Laurent Gbagbo a dit à Ouattara. Il dit que le président peut tout faire. Il a tout. Et le président de la République du Bénin, exactement, a tous les pouvoirs en main. Il peut, en un claquement de doigts, déclencher tout le processus qui pourrait engendrer à ce qu'on appelle la décrispation ou ce que les gens veulent. Donc, mais après, il faudrait que lorsqu'il actionne un levier, que ça puisse suivre et que les procès d'intention s'invitent moins dans le débat et que la passion aussi ne soit pas dedans, que les gens aillent avec confiance et sérénité avant de pouvoir peut-être se rendre compte plus tard que ce serait un marché de dupes. Donc je voudrais vraiment inviter les uns les autres à ramener la balle à terre peut-être pour un Bénin beaucoup plus stable et beaucoup plus apaisé. Alors, puisque la réalisation de l'accord de quelques minutes, on va faire de la discrimination positive. Madame Mathurine Sossoupé, le 1er août n'est pas très loin. Si vous avez un message particulier, vous l'adresserez à qui? Un message particulier, je ne peux que l'adresser prioritairement aux travailleurs, actuellement qui souffrent beaucoup, parce qu'il y a la cherté de la vie, le salaire stagnant depuis 2011. Et nous réclamons depuis là qu'on augmente le SMIC, qu'on révalorise le point indiciaire, mais les oreilles du chef de l'État et de son camp sont restées sourdes. Alors, ensuite, je salue aussi les femmes et je compatis à leur souffrance parce qu'aujourd'hui, elles souffrent beaucoup, la vie est chère. Les hommes ne savent pas où donner de la tête et puis lorsque ça se passe comme ça, les femmes qui subissent toutes les charges et puis ça fait un poids. Et c'est dans ces conditions qu'on se met à les déguerpir encore sur les bords des voies, des trottoirs à Cotonou et à Calavi, des vendeurs d'arachides grillés ou bien arachides frais grillés préparés, maïs frais préparés ou grillés, des vendeuses d'oranges, où on leur dit d'ouvrir boutique. Est-ce qu'on a besoin d'avoir boutique avant de vendre ces choses, tomates frais, etc. Je dis non, nous ne sommes pas devenus encore Europe et il va falloir qu'on tienne compte de notre situation, le niveau d'évolution de notre pays pour pouvoir permettre aux pauvres qui sont au bord des goudrons à mener de petites activités. Parce que nous n'allons pas mettre les pavés dans le plat pour manger à notre faim. Message entendu par qui de droit? Oui, 30 secondes pour Atadei, c'est exceptionnel la réalisation. Grand merci. Oui, monsieur Atadei, 30 secondes. Oui, moi je souhaiterais une très bonne fête d'indépendance à tout le peuple béninois. Et j'inviterai le citoyen lambda à prier pour que les choses marchent. J'inviterai les Béninois à se parler, à se pardonner. Et enfin, j'inviterai les Béninois, les populations paisibles à ne pas suivre les politiciens, à ne pas se jeter dans la danse pour au risque de leur vie. Message entendu, ce fut un plaisir. Les politiciens se parlent et se comprennent. C'est ça. Merci à vous, monsieur François Atadei. Merci à vous, madame Mathurine Sossoupé. Merci, monsieur Gilles Christudi, merci d'avoir été là. Chers téléspectateurs, oui, ce sera tout pour aujourd'hui. Pour se réconcilier, dit le proverbe africain, on ne vient pas avec un couteau qui tranche, mais avec une aiguille qui coud. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.